RCF. Bonsoir à tous. Nous sommes rassemblés ce soir guidés par la pensée d'Edgar Morin et nous allons vivre ce festival en sa compagnie, là-haut sur la colline, à Épinal dans les Vosges, et en particulier le débat de ce soir, diffusé sur RCF, autour du thème « Développons le pouvoir d'agir ». Nous sommes en fait animés par cette conviction forte. Nous pouvons changer le monde. Cette conviction sert à lutter contre la désespérance contemporaine. Ce choix n'est pas un aveuglement, il est lucide, il prépare l'avenir selon le principe espérance, cher à Edgar Morin. Sa devise est, souvenez-vous, « Attends-toi à l'inattendu », ce qui est une autre façon de dire « le pire n'est jamais sûr ». Pour ces échanges, nous avons réuni Isabelle Lemouillour, une des responsables de l'Institut fédéral pour la formation professionnelle en Allemagne, Franck Escoubès, président et cofondateur de Bluenove, société spécialisée en intelligence collective, auteur de nombreux livres sur la réactivation du débat démocratique, et Jean-Philippe Moinet, auteur et journaliste et fondateur de la revue Civique. Chacun aura 10 à 12 minutes pour s'exprimer, puis nous entamerons le débat avec vous. Je cède immédiatement la parole à Franck Escoubès. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Il m'est donné de démarrer cet échange et ce débat sur le pouvoir d'agir. Peut-être en rappelant très très brièvement quelques éléments de constat sur l'exercice du pouvoir démocratique aujourd'hui dans la société française, et en étant assez rapide sur ce constat-là parce qu'il est relativement documenté, relativement connu, et très riche en épithètes qui se rattachent au mot crise. Il y a une multiplicité de crises qui s'expriment depuis 20 ou 30 ans autour de la démocratie. Une crise de la représentation, une crise du débat public, une crise de la liberté d'expression. Récemment, une crise des institutions. On l'a vu avec l'exercice du 49.3 qui ne passe plus auprès de la population et des citoyens. Une crise donc qui devient de facto institutionnelle, une crise cognitive des citoyens face à la complexité croissante des problèmes qui s'expriment aujourd'hui, et face à une certaine incapacité des médias de s'en emparer. Et puis une crise de la démocratie participative en tant que telle. On l'a vu avec un certain nombre de dispositifs qui ont été lancés sous la mandature d'Emmanuel Macron et qui, à bien des égards, ont été des dispositifs intéressants, mais sans lendemain politique. Et c'est la raison pour laquelle on peut se dire aujourd'hui qu'on vit probablement les dernières cartouches dans le barillet de l'arme de la démocratie participative, parce que le grand débat national n'a pas produit les résultats attendus, même si en tant que tel il a été, ce grand débat, une belle réussite populaire, je le rappelle, en 2019, avec une implication des citoyens qui n'avait jamais été observée dans ces proportions. Et puis, on l'a vu et suffisamment commenté, la faillite, d'une certaine manière, du dispositif de la Convention citoyenne pour le climat, où les 149 mesures qui avaient été co-construites par les citoyens ont été progressivement détricotées. Donc ce constat, il est dur. Quand on utilise le mot crise, d'ailleurs, on fait référence à quelque chose de temporaire. C'est à se demander si ces crises-là sont véritablement temporaires et s'il ne s'agit pas plutôt de faillites un peu plus pérennes, malheureusement. Donc il faut réagir et redonner en réaction
le pouvoir d'agir. J'ai envie de vous partager quelques réflexions, quelques axes de réaction possibles pour redonner ce pouvoir d'agir. Premier réflexe, premier mécanisme, l'idée de redonner envie aux citoyens de participer à l'exercice démocratique en lui donnant à voir des résultats. Puisque cette fatigue démocratique qui s'est emparée d'une frange croissante de la population, qui se dépolitise et qui sort du jeu politique, cette fatigue-là, elle est essentiellement liée au fait qu'on ne voit pas de résultats à l'issue des consultations ou des concertations qui sont lancées à l'échelle nationale et bien sûr à l'échelle infranationale, à l'échelle régionale. Et donc donner à voir des résultats, eh bien, ça veut dire assez rapidement montrer que l'expression citoyenne peut produire de la politique publique, peut produire une influence sur le débat législatif. Un peu comme en Suisse, il existe cette belle formule du référendum abrogatif, qui est cette particularité suisse qui permet aux citoyens d'un canton de se saisir collectivement d'une décision qui a été prise par une assemblée élue pour la contester. Alors on est dans une démocratie de la contestation, c'est pas forcément une démocratie très positive, mais au moins c'est une démocratie qui permet aux citoyens de mesurer son impact direct par le fait même de l'abrogation d'une décision qui aurait été prise par une assemblée locale, communale ou cantonale dans le cas suisse. Deuxième réflexe qu'il me semble intéressant de stimuler, c'est de donner aux citoyens l'habitude de co-construire des politiques publiques et pas simplement d'être consultés lors d'enquêtes ou de démarches quantitatives ou qualitatives, mais véritablement de co-construire les politiques publiques. Et co-construire les politiques publiques, c'est une nouvelle hygiène de l'exercice démocratique parce que ça signifie qu'il faut être disposé à ne plus raisonner dans un entre-soi citoyen, entre citoyens, comme c'est un peu trop souvent le cas, me semble-t-il, dans l'univers des conventions citoyennes, où on se contente d'une certaine manière de mobiliser des citoyens en espérant qu'ils soient les plus purs possibles, hein, les plus dénudés de partis pris idéologiques et politiques. C'est cette métaphore de la France en miniature qui, un petit peu par miracle, serait dépourvue de toute influence politique et qu'on aurait tiré au hasard pour sa pureté virginale par rapport au sujet. On sait très bien que ça ne fonctionne pas dans la vraie vie, et la Convention citoyenne pour le climat l'a démontré, hein, parce que le processus pour arriver à cette concertation sur 10 mois a été particulièrement sélectif, et donc on peut considérer que ceux qui ont été retenus à la fin n'étaient pas aussi virginaux sur les sujets touchés et évoqués qu'on veut bien le penser. Donc le premier réflexe, c'est d'aller au-delà de ces conventions citoyennes, de sortir de l'entre-soi citoyen et d'accepter le fait que les politiques publiques de demain, elles seront co-construites avec les citoyens de toute évidence, mais aussi avec les professionnels des écosystèmes concernés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer raisonnablement que l'avenir de la justice se fasse exclusivement avec des citoyens tirés au sort. C'est pas possible. C'est avec des magistrats, avec des greffiers, avec des auxiliaires de justice, avec les forces de sécurité intérieure, avec l'ensemble de l'écosystème des professionnels de la justice que tout ceci doit se passer. On parle de co-construction des politiques publiques avec l'ensemble des partenaires professionnels de ces écosystèmes. Et ça, c'est un processus qui est nouveau. Les États généraux de la justice ont été, de mon point de vue, l'une des premières pierres apportées à la co-construction multi-parties prenantes des politiques publiques de demain. Et au passage, ces co-constructions remettent en cause l'une des hypothèses fondamentales de la mobilisation citoyenne, qui est cette idée de solliciter le point de vue des profanes. En réalité,
les citoyens qui sont mobilisés dans ce type de co-construction sont ce que j'appelle, en tout cas la plupart du temps, ce que j'appelle des experts profanes, c'est-à-dire des citoyens qui ont déjà été exposés au problème parce qu'ils sont directement impactés, directement concernés, ce qu'on appelle la théorie du concernement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est particulièrement concerné, impacté par le problème, est généralement quelqu'un de très documenté, de très au fait des dimensions principales de la problématique publique en question. Et le recours à ces experts profanes devrait devenir, de mon point de vue, un automatisme dans ce type de démarche. Troisième, et je ne veux pas être trop long, mais troisième réflexe qu'il faut, de mon point de vue, avoir en tête, c'est celui qui consiste à redonner le goût du temps long en matière concertative. Le grand débat en 2 mois, c'est un oxymore. En réalité, une co-construction qui passe par une mise en débat nécessite un temps extrêmement long de décantation de la réflexion et de l'argumentation des parties en présence. L'un des éléments qui m'a frappé en écrivant mon avant-dernier livre qui s'intitule « La démocratie autrement », l'un des éléments qui m'a frappé, c'est de constater, preuve à l'appui, enfin c'est très documenté sur le plan sociologique, de constater le fait que le débat ne fait pas changer d'avis, contrairement à ce que l'on pense. Et les journalistes en général n'ont que ce terme à la bouche, la notion de débat public. Le débat ne fait pas changer d'avis. Ce qui fait changer d'avis, parfois, c'est le temps. Et posez-vous la question de combien de temps il vous a fallu pour accepter de changer de comportement, de mettre une ceinture de sécurité dans une voiture, ou tout simplement de faire le constat d'évidence du réchauffement climatique. 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut du temps. Et peut-être un dernier élément que je voudrais mettre en avant et qui fait vraiment l'objet du dernier livre que j'ai publié il y a quelques mois et qui s'intitule « Pop Démocratie », c'est l'idée de faire de la démocratie un objet culturel, c'est-à-dire de désinstitutionnaliser la démocratie, partant du constat que la démocratie est devenue aujourd'hui un objet froid, un objet technique, un objet complexe, un objet qui, pour beaucoup de gens, est qualifié de rébarbatif et pas facile d'accès, il faut bien le dire. Je serais curieux de savoir si, dans l'assistance, nombreux parmi vous seraient en capacité de résumer de manière savante la réforme des retraites. Et puis d'en énumérer les différents avatars successifs depuis ses origines jusqu'à ces dernières manifestations. Tout ceci est effectivement vécu comme étant de plus en plus complexe par les citoyens et perçu comme étant le fait d'un processus, d'un protocole qui est extrêmement froid, qui est extrêmement aride. Et il faut donc le désinstitutionnaliser, d'une certaine manière le désincarcérer, et en faire un objet culturel, c'est-à-dire un objet de tous les jours, un objet que l'on rencontrerait dans ce que j'ai appelé dans le livre des corners de la démocratie. Et les corners de la démocratie, j'en ai catégorisé une douzaine, une quinzaine, mais ce sont tous les lieux où les gens travaillent, où les gens se déplacent, où les gens se divertissent, où les gens consomment. Imaginez une démocratie du quotidien, une démocratie parfaitement ubiquitaire, qui se rencontrerait dans les centres commerciaux, dans les gares, où les gens flânent bien souvent en attendant un train qui se fait patienter. Qui se fait attendre, pardon. Dans les cafés, bien sûr, on a eu les cafés philosophiques, il fut un temps, c'est fini, cette tradition-là. Eh bien, pourquoi ne pas avoir les cafés politiques sur les places publiques, évidemment, dans les parcs urbains, dans les maisons de retraite. C'est quand même curieux que dans les maisons de retraite, où les gens a priori ont du temps, il n'y ait pas ces corners où on peut parler de sujets qui relèvent de la vie de la cité et des politiques publiques qui nous concernent tous, dans les clubs de sport, dans les cinémas. Je terminerai avec ce bel exemple que l'on peut voir notamment en Amérique centrale, qu'on appelle le tiers cinéma. Qu'est-ce que c'est que le tiers cinéma ? C'est une pratique tout à fait originale de la salle de cinéma où on ne va pas au cinéma pour voir un film, on va au cinéma pour en débattre.
Alors bien sûr, on va dans la salle pour voir le film sur grand écran, mais on reste dans la salle pour en débattre après. Et je trouve que c'est une belle métaphore de ce que signifieraient demain les corners de la démocratie, c'est-à-dire ces lieux d'ultra proximité qui rendraient la démocratie culturelle. Et si celle-ci pouvait être, qui plus est, alimentée par ce que j'appelle dans le livre la pop culture, c'est-à-dire toute cette culture du quotidien qui nous fait vibrer. Le cinéma, j'en ai parlé, mais la littérature, la BD, la musique, bien entendu. Je cite la BD, c'est pas complètement innocent. Vous savez que le livre qui a été le plus vendu en France en 2022, en librairie, c'est une BD. C'est la BD de Jean Covici et Blin, Le Monde sans fin. Et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire que c'est un format nouveau qui plaît beaucoup, qu'on achète et qu'on lit au passage. Parce qu'il y a beaucoup d'essais qui s'achètent et qui ne se lisent jamais. Piketty a sorti un livre de plus de 1000 pages sur Capital et idéologie, qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Je crois savoir, de la part d'éditeurs, que très peu d'acheteurs l'ont lu. Par contre, la BD s'est lue, en l'occurrence. Voilà, donc quelques petites pistes de réflexion sur la manière de, disons, réamorcer un goût, un désir, un amour de la démocratie dans notre société contemporaine. Merci Franck. Nous engagerons le débat autour de ces propositions tout à l'heure, mais on va écouter Jean-Philippe Moinet tout de suite, qui, comme journaliste et expert du fonctionnement démocratique, est impliqué dans beaucoup de débats autour de la crise des banlieues, etc., va essayer de développer devant nous les changements nécessaires, à la fois sur le plan institutionnel et plus profondément chez chacun d'entre nous, pour une approche plus active du débat démocratique. À toi, Jean-Philippe. Merci François, merci pour votre accueil, Monsieur le Président et Nicolas, ici, là-haut sur la colline, et merci pour ce thème. Développons le pouvoir d'agir, c'est l'intitulé exact, et je m'interrogerai avec vous, et on pourra en débattre ensuite, sur 3 dimensions de l'intitulé, très intéressant. La première dimension qui m'a interpellé, c'est le nous, enfin le on de développons. Parce que la question se pose aujourd'hui, on le voit bien. Quelle place a le nous aujourd'hui en France en 2023 ? Le nous tous, c'est pas le je, c'est pas le toi, c'est l'ensemble qui forme une société. C'est la grande question préalable, me semble-t-il, qu'il nous faut assurément mettre en perspective. On voit bien, à l'heure des fragmentations les plus virulentes, les plus violentes, à l'heure des radicalités, des extrémismes qui séparent et qui fragilisent précisément le nous. Et la deuxième dimension de l'intitulé, c'est le pouvoir, le mot pouvoir, qui est en France très particulier, perçu très particulièrement en France par rapport à d'autres démocraties voisines. Et on en parlera avec notre amie ici présente. Parce que le pouvoir, en fait, se décline au pluriel. C'est une évidence, pouvoirs nationaux, locaux, pouvoir des citoyens, bien sûr. Ça a été très bien évoqué dans leur déclinaison réelle ou potentielle. En tout cas, c'est un agrégat, un mot multiforme. Et il y a aussi le pouvoir sur sa propre vie. D'abord, on peut agir à tout âge, d'ailleurs, pour développer quelque chose. Agir en cohérence sur ses valeurs. Puis il y a le pouvoir sur et avec les autres. C'est plus compliqué, mais c'est bien sûr possible et effectif. Vous le vivez certainement au quotidien, chaque semaine, pour et avec d'autres. La famille, les amis, le cercle de la collectivité qui nous entoure et nous concerne localement, socialement, culturellement. Et la troisième dimension de l'intitulé, c'est agir. Troisième terme d'une réflexion qui est un très beau mot, agir. Et cette question qui nous concerne toutes et tous ici, c'est finalement qu'est-ce qui nous fait agir ? Qu'est-ce qui nous fait bouger ? Dans telle direction, dans tel domaine plutôt qu'un autre ? Quel sens a notre action ? Et à ce stade, j'ai 2 remarques à avancer. D'abord, même si on ne le perçoit pas toujours, notre action individuelle s'inscrit de fait dans une histoire collective.
passé ou en cours. Notre action, elle n'est pas déracinée. Elle est issue d'une famille, d'un territoire, d'une culture, qui ont toutes trois pu, avec notre propre déterminisme personnel et nos choix personnels singuliers, faire ce que nous sommes, ici à Épinal ou ailleurs. Et c'est ce qui nous fait agir. Des rencontres aussi. Et la deuxième remarque sur le sens de l'action aujourd'hui, sur ce mot « agir », est que cette inscription dans l'histoire est un lieu, la France 2023, n'est pas figée, ni gelée. Elle est forcément évolutive, créative. Et à partir de ces considérations, mon message ce soir, dans le contexte désastreux que nous avons vécu récemment, est que l'action doit rester ouverte. Ça doit rester une action positive. Et ne pas écouter tous ceux qui nous disent soit on ne peut rien faire, par exemple contre les injustices, les difficultés, les crises, et qu'on ne pourrait que faire que par la révolte, l'insurrection, et donc une forme de violence pour agir. Et en fait, non, c'est tout l'inverse. Et l'histoire nous l'a tristement montré en France et ailleurs à plusieurs reprises. Les pulsions révolutionnaires de violence ne mènent non seulement à rien, mais elles nous mènent dans la pire des impasses. Elles ne construisent rien et elles détruisent beaucoup. Et dans les temps troublés, il ne faut pas non plus écouter d'autres sombres voix qui ne prônent pas l'action, mais la réaction, qui prétendent, ces gens-là, agir pour nous, à nous ranger dans des colonnes autoritaires et des catégories identitaires douteuses, où la question des origines surgit. Pour agiter quoi? Pour agiter les peurs. Et on le sait, le mot a été employé par le président de ce festival, et je le remercie. Les peurs, c'est le premier carburant des populismes, canal xénophobe en particulier. Alors, dans les temps troublés, attention à ce qui consisterait à discriminer dans les nous, à fragmenter encore plus la société en opposant systématiquement, méthodiquement, politiquement, en fragmentant les nous et en séparant les eux. On voit bien les eux, les étrangers évidemment, amalgamés bien sûr, négativement. L'important c'est toujours de faire peur. Et même ces Français dont on ne sait pas s'ils sont vraiment. Odieux retour à la France de juillet 2023 d'une suspicion nationale sur la francité. Mais tout en étant vigilants, ne dramatisons pas et restons un peu optimistes pour l'avenir. La France est un pays de tourmente et de tourments et d'emportements, une singulière démocratie et république, mais qui sait aussi rester soudée, très majoritairement responsable, solidaire, parfois dans le silence, sur l'essentiel. Il ne reste pas moins, et c'est le propos qui structure beaucoup de mes activités, il ne reste pas moins que développer le pouvoir d'agir, précisément pour chaque citoyen, devrait être placé au sommet de l'agenda des pouvoirs, au pluriel, pouvoir politique national, pouvoir économique aussi. La place et le pouvoir des salariés dans l'entreprise. Pouvoir médiatique aussi. On pourrait en parler de la place de l'usager des médias dans les médias. Mais pour le pouvoir politique concernant notre démocratie, je pense qu'il y a urgence, vraiment urgence à rénover notre système institutionnel, à ouvrir les fenêtres d'une 5e République, ça a été évoqué, qui a vieilli, 65 ans en octobre prochain. Et j'ai beaucoup travaillé, François le sait, sur la montée des défiances multiples, radicales, parfois interpersonnelles aussi, en France, et sur la nécessaire articulation, combinaison entre démocratie représentative, par l'élection, clé pour notre démocratie, mais aussi démocratie participative, consultative, délibérative, de co-construction, et je vous rejoins sur cet enjeu. Par différents procédés, je ne m'attarderai pas dans le détail, on pourrait en parler dans les échanges, mais cette combinaison est beaucoup trop faible aujourd'hui en France. Il faut impérativement la renforcer pour éviter d'autres fractures
et la terrible corrosion de ce qu'on appelle aussi le désenchantement démocratique. Non, le désenchantement, non. On ne peut s'en satisfaire d'un repli généralisé sur la sphère uniquement privée, sur les replis catégoriels ou communautaires, juxtaposition d'individualisme qui ne font pas société de demain. Le tout produit au contraire une fragilisation à la fois de l'esprit civique et de la cohésion sociale. Et après plusieurs indices alarmants, et je terminerai sur cela, relevons juste un fait majeur qui m'a frappé, évidemment, comme beaucoup l'année dernière. Pour la première fois sous la Ve République, une majorité d'électeurs, pour une élection nationale, sont restés chez eux. Ce fait-là m'a saisi. Il y a un an, l'abstention a donc passé la barre des 50%, et un an avant, pour les régionales, l'abstention avait atteint le niveau record historique des 65%. Plus des 2/3 des électeurs n'ont pas accompli un devoir civique et élémentaire qui est de s'exprimer dans les urnes. Gros dysfonctionnement démocratique, gros symptômes à traiter d'urgence. Alors depuis, j'ai tiré des signaux d'alarme, j'ai rédigé beaucoup de tribunes, fait des notes, saisi quelques autorités publiques, y compris au plus haut niveau. J'ai été écouté, y compris au plus haut niveau. Mais pour le moment, disons, le résultat est très relatif. Sur le sujet de la rénovation rapide des pratiques et des institutions publiques, et malgré une série de propositions concrètes qui n'exigent en rien la réforme de la Constitution, en tout cas pour certaines d'entre elles, mon résultat, disons-le diplomatiquement, se laisse encore beaucoup trop attendre. Alors bien sûr, vous me direz, ce n'est pas faux, c'est une partie du débat de la culture française, la verticalité du pouvoir a des vertus. On le voit, la demande d'autorité est forte en France. La tradition culture politique verticale depuis la monarchie, le bonapartisme et le gaullisme qui a bâti la Ve République, tout cela vient de loin et ne peut être effacé, en tout cas rapidement. Mais juste ces constats, au vu des défiances qui peuvent encore plus se radicaliser, au vu des fragmentations à l'œuvre, je pense qu'il faut, pour reprendre le thème qui nous réunit, développons le pouvoir d'agir, il faut réformer les pratiques et leurs pratiques, améliorer globalement la gouvernance publique, rénover notre démocratie pour retrouver un minimum et surtout un maximum de confiance qui affaiblit ces 15 dernières années énormément. Alors c'est un vaste programme, cher François, mais tous les citoyens responsables, quelle que soit leur sensibilité d'ailleurs, politique, et peut-être davantage dans divers courants humanistes, ici présents et à l'initiative de ce genre de rencontres et de débats et d'animation culturelle, eh bien, tous ces acteurs responsables ont naturellement une part d'action pour ouvrir ce chantier d'une démocratie rénovée, d'une démocratie apaisée car rénovée. Ce chantier est devant nous en France et merci à là-haut sur la colline de permettre de le mettre en perspective. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Philippe pour cet exposé clair, enraciné dans des années d'analyse et puis d'expérience aussi. Je cède immédiatement la parole à Isabelle Lemouillour, dont la particularité est une expertise sur la formation tout au long de sa vie, la formation professionnelle, etc. Et j'aimerais qu'elle analyse un peu plus précisément qu'est-ce qui, dans la formation, les moyens en formation, contribuerait à accroître le pouvoir d'agir des citoyens dans la société. Comment est-ce qu'on peut, par une formation consolidée, à partir de l'exemple allemand, mais on pourra élargir après dans le débat, arriver à des citoyens plus engagés, plus responsables, plus impliqués dans la vie de la cité? C'est à vous, chère Isabelle. Merci. Je vais ouvrir le troisième volet du débat, en fait, en parlant de formation duale et d'apprentissage. Et pour mettre un peu dans le contexte, il faut dire que la loi sur la formation professionnelle en Allemagne date des années 70, donc un produit des années 68, et une notion très claire, très consensuelle de la mission de la formation professionnelle.
et elle était inscrite dans l'article 1 de la loi sur la formation professionnelle. C'est celle de développer la capacité opérationnelle professionnelle. C'est un concept clé qui est soutenu par les syndicats, par les organisations patronales, par les ministères, par les enseignants et, bien entendu, par les entreprises. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans en moyenne, le jeune est un professionnel qui est capable d'exercer une activité professionnelle qualifiée dans un monde du travail en mutation. C'est-à-dire qu'on lui donne les outils pour agir, pour réagir face aux changements. Et on en a beaucoup de changements. On a des changements face aux transitions numériques, transitions écologiques. On a aussi, et ça vous le savez certainement, un problème démographique en Allemagne. La population devrait croître vers les 84 millions en 2025 pour redescendre ensuite, ce qui nous ferait une population active actuellement de 62 millions, mais de 58 millions à l'horizon 2040. Donc il y a un gap, il y a un manque prévisible de main-d'œuvre qualifiée. Il y a en ce moment, bien sûr, le sujet de l'intégration des populations migrantes. Donc, je ne sais plus, on est la 3e ou 4e vague de migration. Et toujours dans l'esprit de donner aux personnes qui arriveraient dans le système d'apprentissage cette capacité. Et là, je dois dire, il n'y a pas de compromis. C'est l'objectif de rendre les personnes capables. Et de rendre les personnes capables non seulement dans le monde du travail, mais aussi en tant que citoyens. Et un exemple, c'est que les jeunes ont bien sûr un contrat d'apprentissage et qu'ils ont, dès le premier jour, les droits et les obligations de tout employé. Donc les droits par rapport, bien entendu, à son employeur, les obligations par rapport à son employeur, mais aussi par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Donc c'est une mission qui est acceptée au moment où on signe le contrat de travail, le contrat de formation, pardon. Et puis derrière, il y a le métier. Les métiers sont en mutation, les métiers changent, mais c'est l'objectif. La personne, au bout de 3 ans, est vraiment une personne qualifiée. Et on comprend la formation professionnelle dans un sens, je dirais, plus large, c'est-à-dire l'acquisition des compétences, des savoir-faire, des connaissances, mais aussi un processus de socialisation en entreprise, un processus d'éducation, et l'éducation qui bien sûr date de Humboldt et les autres, le philosophe et théoricien allemand, qui doit favoriser le développement individuel et qui doit permettre de développer la personnalité. Et si on va dans les écoles en Allemagne, j'ai trouvé, c'est un peu différent de la France, en Allemagne, il y a beaucoup de place pour les discussions, il y a beaucoup de place pour les travaux en petits groupes. Les examens sont des examens oraux. On ne remplit pas de dissertation, ce n'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt s'exprimer, débattre dans l'école, puis après, bien sûr, en formation professionnelle. Donc, l'éducation, la formation. Et si on pense le système d'apprentissage allemand, c'est aussi, il faut penser dans la perspective de l'entreprise, puisque le jeune signe avec l'entreprise. Il va passer 70% de son temps dans l'entreprise. Donc c'est aussi un autre cadre de valeur, un autre environnement pour l'action. Et je pense que c'est important de le savoir. En chiffres, puisque mon institut produit les chiffres, on a à peu près 417 000 entreprises qui participent du système de formation duale pour une offre de 544 000 de places d'apprentissage, une demande un peu moindre en ce moment de 535 000 personnes qui demandent. Et ces chiffres soulignent aussi le contexte d'action des jeunes, c'est-à-dire qu'on a 2 marchés. On a le marché de l'apprentissage avec une offre et la demande. Et après, bien sûr, on a le marché du travail, à nouveau, offre et demande. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le jeune, la personne, doit se confronter
a ses deux marchés, doit trouver sa voie, doit faire ses choix. Il y a certains effets de socialisation, il y a des effets de segmentation qui existent bien sûr, et deux phases de transition. La transition entre l'école et la formation professionnelle et le marché du travail. Les jeunes ont en moyenne 20 ans à l'âge d'entrer dans le système dual. Et je me suis dit que pour vous expliquer un petit peu le système, on peut s'imaginer un jeune qui a de nos jours 26 ans, ses parents sont d'origine turque. Il est allé au collège, il a quitté le collège à 16 ans. À l'âge de 16 ans, il avait de très bons résultats, il avait un intérêt marqué pour les mathématiques. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a consulté ses parents, il a vu avec les autres élèves, ses amis, et il a décidé de faire une formation professionnelle commerciale avec le souhait commerce de gros international. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il voit les annonces, et la société participe du système d'apprentissage en Allemagne. Vous allez chez le boulanger au mois d'août à peu près, il y a les petites annonces d'apprentissage sur la porte, la même chose chez les autres compagnies de bus, l'assurance, magasins. Le système d'apprentissage est dans la société. Malheureusement, au moment où il cherchait sa place d'apprentissage, il n'y avait rien qui ne correspondait à son profil. Il a quand même postulé pour un apprentissage d'agent commercial en commerce de détail. Il a reçu 3 offres de l'entreprise, donc on est un peu dans un marché à l'envers, hein, mais c'est lui qui fait la démarche, qui sait comment agir, comment se postuler. Il en a parlé avec ses parents et puis il a eu le contrat d'apprentissage. Après 3 ans de formation, un examen réussi avec de bonnes notes, il obtient donc de la compagnie de l'entreprise qui l'a formé un CDD pour 3 ans. Et ça, c'est en général, si les résultats sont bons dans l'apprentissage, les jeunes se voient offrir un CDD. Au bout de quelques années, il monte dans la hiérarchie de l'entreprise. C'est une entreprise d'ameublement, mais il aimerait bien faire autre chose. Donc autre chose, c'est chercher une formation continue. C'est aussi obtenir auprès des ministères une bourse pour la formation continue, mais c'est aussi une capacité d'agir et d'investir de sa part, puisque pendant 1 an, il ira 2 soirs par semaine et tous les samedis en formation continue. Donc vous imaginez l'investissement en temps et en temps privé. Au bout donc de cette année, il reçoit son diplôme de formation continue et il postule un autre poste. Et de nos jours, il est directeur adjoint dans une chaîne de boutiques de vêtements. Donc on voit un parcours individuel. On voit aussi, à l'aide de ce parcours individuel, que l'offre d'apprentissage ne correspond pas toujours à la demande. Et nous savons, de par les statistiques, que les jeunes ne sont pas très mobiles. On aime bien rester dans la région. On aimerait bien aussi trouver un poste d'apprentissage qui correspond à un souhait personnel. Les statistiques nous disent qu'il y a à peu près 26% de rupture de contrat d'apprentissage dans la période d'essai, mais qu'à la fin, 70% de ces personnes retrouvent un contrat dans une autre entreprise. Donc il y a une continuité, mais avec quelques embûches sur le parcours, je dirais. Et il y a tout un système qui soutient le jeune, qui l'accompagne. Et ça, je crois aussi, ça relève de la capacité d'agir. Et il y a un service que j'aime beaucoup, c'est le service des experts seniors. Donc ce sont des anciens formateurs d'entreprise, des gens à la retraite. Il y en a 12 000, 13 000 à peu près dans toute l'Allemagne, qui vont accompagner le jeune dans son parcours, qui vont peut-être le pousser, qui vont peut-être lui téléphoner le matin parce que c'est difficile de se lever, surtout quand on est boulanger et qu'il faut se lever à 4 heures du matin, c'est pas toujours évident. Il y a aussi les offres d'accompagnement de l'Agence pour l'emploi. Et depuis quelque temps, il y a des agences
professionnels pour les jeunes. Donc des bureaux spécifiques dans les villes qui vont accompagner les jeunes à la recherche de la place d'apprentissage, mais aussi dans leur parcours. À la fin, on compte environ 12%, uniquement 12% des apprentis qui ne finissent pas leur formation. Il y a aussi deux nouvelles choses, je dirais. L'une, c'est que le choix d'un métier n'est pas un choix pour la vie. C'était peut-être des générations précédentes, mais on change d'orientation, on change de préférence. Et il y a aussi quelque chose, c'est que la génération actuelle d'apprentis est par exemple plus apte à utiliser les outils numériques ou à d'autres idées sur l'organisation professionnelle. Donc quand on est dans l'entreprise et l'entreprise investit dans la formation, on est aussi une source d'innovation. Et je pense que là, pour moi, c'est le fil rouge entre capacité d'agir, pouvoir d'agir et capacité d'innover. C'est-à-dire c'est aux anciens, aux entreprises, de laisser aussi la parole aux apprentis pour changer, pour améliorer le monde. C'est un peu philosophique, mais au moins pour donner de nouvelles perspectives de carrière. Merci. Merci Isabelle, c'était très clair. Je vous propose, avant de donner la parole à la salle, que vous réagissiez les uns et les autres à ce que vous avez entendu, ce qui s'est dit pendant cette table ronde par les uns et les autres. Jean-Philippe, peut-être ? Oui, merci beaucoup. Et ce qui est très intéressant dans l'exposé très précis, détaillé, j'allais dire à l'allemande de ma voisine, et dans le propos précédent de notre ami, c'est le point faible français, c'est la co-construction. Et c'est vrai qu'on voit dans les études, je renvoie à une étude intéressante du CEVIPOF Sciences Po, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po à Paris, qui chaque année sort un baromètre de la confiance, qui est en fait un baromètre des défiances aux résultats. Mais depuis 15 ans, on voit que ça chute, et pas seulement au niveau des institutions politiques, qui sont, alors elles prennent tout sur la tête, mais aussi les syndicats sont en bas de tableau, les partis politiques, les médias, on l'oublie, sont parfois déconsidérés. Injustement ou pas, c'est une autre question. Mais pour revenir au sujet, c'est que ce baromètre évoque depuis 2-3 ans une comparatif entre France, Allemagne, Italie et Grande-Bretagne sur les mêmes items. Et c'est extraordinaire de voir la différence de confiance. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont nettement au-dessus de confiance pour beaucoup d'organisations publiques, sociales. Et la France, même plus que l'Italie, met tout dans le rouge. Et donc il y a un problème français quand même, quelque part, qui est aussi d'ailleurs assez schizophrénique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination pour le pouvoir national et de j'allais dire, tradition régicide. C'est-à-dire qu'on jette ce qu'on parfois on adore, et puis tout le monde est dans la critique, et puis tout le monde parle de la présidentielle dans 4 ans. Donc il y a un syndrome assez particulier à la France qui à la fois rejette ses élites, mais quand même tourne autour avec une certaine fascination quand même. Mais la question de la co-construction est là en difficulté pour la France pour être, j'allais dire, en phase avec des acteurs qui sont partenaires sans être identiques, et même surtout en n'étant pas identiques, à savoir syndicats de salariés et syndicats patronaux. On sait que l'Allemagne a une grande tradition de paritarisme et d'organisation des conflits permanents, mais au sens des conflits concrets, et pas qui se transforment en bataille idéologique et de slogans, qui est une spécialité française aussi. Et donc, on a tout un effort culturel, finalement, autant que politique, qui est à faire pour rétablir des liens avec ce qui se distend, à l'image de ce qui se fait chez nos voisins plus simplement et sans cette logique de secousse, d'emportement, parfois de pulsions qui viennent à emporter pendant, là ça a duré 8 jours de terrifiantes violences. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, on ne sait pas quand, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais, beaucoup de démocraties sont beaucoup plus apaisées, et pour cause, parce qu'elles ont su co-construire à l'échelle fédérale, d'ailleurs. Le fédéralisme fait partie des manières de co-gérer des espaces publics
Nous, on reste encore dans des structures mentales et institutionnelles, pyramidales et nationales. Donc, et cette co-construction doit faire éclater le schéma, me semble-t-il. Et il faut le faire sans doute par des réformes audacieuses, volontaristes. Alors, je serais moins, pour finir, moins sévère que notre ami sur les innovations, quand même le mandat présidentiel précédent a permis de faire, le grand débat national d'une part, mais surtout les conventions citoyennes n'ont pas totalement été inutiles. Et pour un chiffre, Le Monde avait évoqué pour la Convention nationale sur le climat, tout le monde a dit ça ne sert à rien. Si, ça a servi. Sur 140 mesures, il y en a 120, je ne le savais pas, mais 120 ont été intégrées dans le dispositif parlementaire et dans les décisions publiques. Donc 120, c'est pas la totalité, mais c'est pas rien. Donc on ne peut pas totalement dire que ça a servi à rien. Mais je pense qu'il faut néanmoins aller beaucoup plus loin par une série de mesures qui associent davantage le citoyen dans une logique de co-construction, de consultation d'abord et de co-construction de décisions d'échelle législative ou même infra-législative, mais qui les concernent dans leur vie quotidienne. Alors Franck Escoubès, pourquoi ça coince la co-construction ? Des raisons profondes de la difficulté d'avancer sur cette question. D'abord, ça coince pour des raisons d'accès à l'information minimale pour apporter un point de vue pertinent sur un sujet. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie de l'effort qui doit s'instaurer et non une démocratie... je dirais, rousseauiste, qui considérerait que le peuple a naturellement raison. C'est important ce point-là, c'est-à-dire que vous pensez que les citoyens ne sont pas prêts à faire l'effort ou à s'imposer l'exigence qu'imposerait une implication plus grande dans le débat public. Parce que c'est un exercice qui est particulièrement exigeant. D'abord d'être exposé à une problématique de politique publique qui nécessite une distanciation, qui nécessite une compréhension des enjeux. Bien souvent parce qu'on vit la politique par fiction. Pourquoi est-ce qu'on vit la politique par fiction ? Parce que, fort heureusement, on n'est pas tous confrontés à des problématiques qui relèvent des politiques publiques. Parce qu'on n'est pas tous migrants, parce qu'on n'est pas tous incarcérés à Fleury-Mérogis, parce qu'on n'est pas tous locataires d'un logement insalubre, parce qu'on n'est pas tous victimes d'un viol, etc. etc. Et que donc, dès lors qu'il s'agit d'avoir un point de vue politique sur ces sujets éminemment essentiels qui régissent la vie publique, eh bien, il faut faire l'effort de se mettre à la place d'eux. Je dois me mettre à la place de la personne qui a subi une agression sexuelle, pour comprendre. Je dois me mettre à la place d'un transgenre qui vit une identité compliquée, problématique. Et je dois le faire sans avoir été spontanément exposé. Parce que je dis moi bien entendu, mais c'est parfaitement extrapolable, parce que dans ma vie personnelle, je n'ai pas été confronté à ça. C'est ce qui fait la force, au passage, de la pop culture dont je parlais tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se met à la place d'un migrant ? Qu'est-ce qui fait qu'on se met à la place d'un transgenre ? Qu'est-ce qui fait qu'on se met à la place de quelqu'un qui a vécu une situation de discrimination, etc., etc. Bien souvent, c'est une situation fictionnelle. C'est un objet fictionnel. Ça s'appelle un film, ça s'appelle un roman, ça s'appelle une histoire, un récit, ça s'appelle un objet d'art, parce que l'art est aussi là pour véhiculer cette prise de conscience. Et avec cette beauté que confère la pop culture, qui est finalement de nous faire comprendre qu'il existe des choses qu'on ignore en termes de situation de vie, parce qu'on n'y est pas exposé au quotidien. C'est la raison pour laquelle on va au cinéma et où on regarde des séries télé, parce qu'on n'est pas exposé au quotidien à ces situations-là, et on a besoin de cette interface-là pour prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. Ou alors, au travers de ces œuvres, on peut aussi prendre conscience que ce que l'on vit dans son intimité
en réalité, nous dépasse, nous transcende. Et ce que l'on vit devient peut-être une situation politique. Et c'est à ce moment-là qu'on passe de l'individu au collectif. Donc pour toutes ces raisons-là, la co-construction n'est pas quelque chose de facile. Elle exige une exposition à des témoignages, une compréhension des enjeux, des tenants et des aboutissants, une mise à distance aussi, parce qu'encore une fois, la politique est en grande partie une fiction dans le quotidien qui est le nôtre. Et tout ceci nécessite voilà, un appareillage cognitif, hein, je ne vais pas être trop théorique, mais un appareillage cognitif qui doit être accompagné. C'est la raison pour laquelle les conventions citoyennes prennent autant de temps à produire un résultat. C'est la raison pour laquelle il faut être formé. Il y a des auditions d'experts, il y a des mises en situation qui sont parfois chronophages. Tout ceci ne s'auto-organise pas et ne s'improvise pas. Merci Franck. Vu d'Allemagne, ces débats, Isabelle Lemouillour, vous semblent très franco-français, ou la réflexion sur les expérimentations nécessaires se développe aussi en Allemagne? Il y a beaucoup d'endroits de discussion. Je dirais les Allemands sont aussi beaucoup organisés en association et le discours passe. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a pour moi un verbe qui manque, c'est celui écouter. On discute, on écrit, et qui écoute? Et je sais que je suis dans certains dans certains groupes en Allemagne, par exemple sur la formation professionnelle, et il faut toujours un moment d'écoute. Il faut un moment, je n'ai pas besoin de vivre les situations, mais si j'écoute et que j'essaye de mettre ça dans le contexte de mon travail, je prends les éléments. Je pensais, lorsque vous présentiez, vous réagissiez, mes deux collègues, il y a aussi un mouvement de jeunes sur l'écologie. Ce sont des jeunes qui se collent sur les routes, sur les voitures, enfin qui bloquent toute la circulation dans les grandes villes en ce moment en Allemagne. C'est une façon d'exprimer leur angoisse par rapport au climat, au changement climatique. Et c'est aussi une façon de dire vous faites beaucoup, mais vous ne faites pas assez. Et en fait, on prend aussi leurs revendications par le gouvernement, on les écoute et on dit mais vous voulez quoi? Vous collez sur la voiture, ok, ça gêne tout le monde, ça bloque les routes, mais il y a derrière, il y a une autre demande, il y a autre chose. Donc il faut changer quoi? Il faut changer la nourriture, il faut changer les façons de produire, etc. etc. Et c'est là, c'est le dialogue qui se met en route. On reproche souvent dans les processus de développement des actions politiques une lenteur pour l'Allemagne. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps. Quand on met chez nous, quand on met en place les nouveaux règlements pour la formation professionnelle, il y a à peu près 40 organisations autour de la table. Donc il faut le temps. Alors, on a les méthodes pour prendre leur point de vue, mais on oblige les uns les autres à s'écouter, à dire oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, pour justement monter le consensus. C'est chronophage, mais je crois qu'à la fin, on a quelque chose de solide, parce que les gens qui mettent leur signature en bas du papier sont obligés, puisqu'ils ont participé à la négociation, d'accepter le résultat. Peut-être c'est un résultat pour lequel on est d'accord sur 60%, mais on a obtenu au niveau des compromis quelque chose qui nous intéresse. Et je pense que écouter, c'est essentiel. Merci beaucoup. On va prendre les questions de la salle. Là, un micro circule ou... Moi, j'avais une question en tout cas, parce que j'étais très marqué par ce que vous avez dit sur les débats aujourd'hui qui ne font... On ne change pas d'opinion en écoutant un débat à la télé, notamment sur les chaînes d'information continue, où on a des débats tous les jours, hein, où effectivement c'est une foire d'empoigne. Et j'ai jamais vu malheureusement quelqu'un dire « Ah, ce que vous dites, ça m'a fait réfléchir ». Et je le regrette. Et j'entends aussi ce que vous disiez, Madame Lemouillour, sur qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps d'écouter, y compris dans les médias. Et comment vous analysez ça, vous,
le fait que dans les médias, et plus particulièrement sur les chaînes d'information continue, parce que je pense que c'est là que ça se passe, eh bien, on a ces espaces de faux débats qui sont avant tout des foires d'empoigne. Et vous disiez par ailleurs que c'est la répétition qui faisait qu'on changeait d'avis. Et c'est peut-être toujours les mêmes débats aussi qui reviennent à la télé. Et je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet là-dedans. Qui souhaite répondre? Merci d'évoquer la question des médias, parce que beaucoup de journalistes l'évitent. Moi, j'ai décidé finalement de l'aborder de face, notamment dans un livre qui va apparaître à la rentrée qui évoquera les travers, alors, sous couvert d'un roman, parce que ça permet de faire des choses peut-être plus contournées. Mais c'est vrai que la question des médias, qui est quand même censée, les médias sont censés être le reflet du débat public et de la réalité publique. La réalité d'abord et du débat ensuite. On voit qu'il y a des travers auxquels j'ai participé, donc c'est pas non plus paraître un saint dans ce domaine, mais on voit les travers qui sont les suivants. Il faut faire court, il faut faire percutant, il faut faire caricature. Alors, évidemment, ça fait plaisir à ceux qui sont dans le court, le superficiel et la caricature. Et ça finit par faire du monde. C'est ça le problème. C'est que où est le débat public posé, argumenté, et qui fait éventuellement, c'est pas totalement inutile, de changer un petit peu son point de vue. Et l'intérêt des process ou des processus, pour parler français, longs et posés et démocratiques, comme la Convention sur le climat, comme celle qui s'est améliorée dans la gouvernance d'ailleurs, la Convention sur la fin de vie, quel que soit l'aboutissement ou pas de telle ou telle mesure, c'est que le processus long, 9 mois, a fait changer d'avis des participants tirés au sort. Donc c'est un aspect qui a été intégré. Mais sur les médias, il y aurait beaucoup à dire, et je pense qu'il faut ouvrir ce débat sur les médias, pas pour les accabler, mais finalement pour permettre de les réformer. Et sans parler du prisme catastrophiste qu'ont beaucoup de médias, chaîne Info en continu avec le spectacle des violences, qui date pas de la semaine dernière. Les Gilets jaunes, ça a été des semaines, des samedis entiers, où j'ai été appelé moi-même sur des chaînes pour commenter des poubelles brûlées pendant des heures. Quel était l'intérêt, honnêtement? Et ça durait des heures parce que c'était le spectacle, le divertissement par la violence. La violence fait partie d'un spectacle divertissant pour certains médias, ils ne s'en rendent même plus compte. Et donc c'est rentré dans l'inconscient des rédactions. Et ce qui ne va pas fait sujet. Ce qui va bien passe à la trappe. Et donc il y a un souci. Alors tous les médias ne sont pas comme ça, parce qu'il n'y a pas un média uniforme. Il y a des médias, il y a heureusement des médias à contre-courant de ce courant. Mais il y a un problème du côté des chaînes et des télévisions de faire spectacle sur soit l'extrémisme idéologique, soit sur l'extrémisme des situations. Et ce n'est pas la réalité. Y compris quand ça va mal dans un pays, on ne peut pas dire que 67 millions de Français étaient eux-mêmes dans le spectacle des violences. Ce spectacle a été des surenchères par l'image aussi, la place de l'image. Et pour finir, une étude très intéressante de Reuters, qui est passée quasi inaperçue, moi je l'ai rediffusée, mais Reuters International, sur 40 pays, pour finir sur le sujet des médias, 40% des Français, c'est énorme, 40% ont décroché des médias considérant que c'est trop anxiogène. C'est donc un problème pour les médias et c'est un problème pour le pays. Oui, je cautionne complètement ce qui vient d'être dit. Les médias ont une responsabilité que je qualifierais de coupable en la matière, parce que d'abord il y a une certaine paresse presque épistémologique, si j'ose dire, de la part des médias, c'est-à-dire une paresse dans la manière de restituer l'information, qui est une restitution très linéaire. C'est un palimpseste, ce qui a été dit aujourd'hui efface ce qui a été dit hier, qui avait lui-même effacé le contenu du jour précédent, etc., etc. Alors qu'on sait que pour restituer une information complexe, eh bien, il faut accepter une sorte de rémanence, et puis peut-être d'autres formes de restitution sous la forme de cartographie. Les gens mémorisent beaucoup plus facilement une cartographie qu'un texte linéaire, etc., etc. Donc on peut aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi les médias n'ont pas fait leur révolution de la cartographie, par exemple.
Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. En outre, les médias fabriquent le vocabulaire politique et démocratique. Hein. C'est les médias qui ont fait circuler, relayer, amplifier les termes d'éco-anxiété, très récemment de décivilisation. Je ne dis pas que c'est les médias qui l'ont inventé, je dis que c'est les médias qui les relaient. D'ensauvagement, beaucoup de termes qui sont finalement extrêmement négatifs et qui sont performatifs, c'est-à-dire que force de les utiliser, on finit par y croire et parce qu'on y croit, on crée la réalité qui est conforme à nos croyances. Donc il y a beaucoup de responsabilités coupables de la part des médias. Un dernier point que je voulais évoquer sur le temps long, en effet, je fais partie de ceux qui continuent à s'étonner du fait qu'on n'ait jamais eu l'idée d'un référendum à répétition. Je prends l'exemple du Brexit. On a considéré, pour une raison que j'ignore, et en tout cas qui me laisse parfaitement perplexe, le fait qu'une décision aussi importante pour la vie des Britanniques et également pour la vie collatérale des Européens, on a décidé que ce vote se produirait sur une journée de 24 heures. Et une seule fois dans la vie du pays. N'aurait-on pas pu imaginer revoter une seconde fois, c'est-à-dire imaginer un référendum à répétition, 6 mois après, 9 mois après, que sais-je, tout simplement pour laisser le temps au temps, hein, faire en sorte que on puisse s'éviter le ridicule du lendemain ou du surlendemain du scrutin, où on a vu descendre dans la rue près de 2 millions de Britanniques, penauds, qui disaient mais en fait c'était pas sérieux, c'était pour rire, c'était pour contester, c'était un vote de protestation, etc. etc. D'accord, entendu. Eh bien, on rejoue 9 mois plus tard, et là, ce sera pour de bon. En d'autres termes, on a une semaine pour retourner un aspirateur qu'on a acheté, parce qu'on a une semaine pour le rendre, mais on n'aurait absolument pas le droit de revenir sur une décision qui est très impliquante pour le reste de la nation. Et je pense que, au passage, la Nouvelle-Calédonie l'a bien compris, puisqu'ils ont voté 3 fois dans le cadre de leur référendum sur l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, à plusieurs mois et même années d'intervalle. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la temporalité et considérer que sur des sujets importants, sur des scrutins d'envergure nationale et voire même internationale, on devrait considérer qu'un geste démocratique, un geste citoyen a suffisamment de poids pour s'autoriser des délais de réflexion postérieure, ultérieure à une décision trop rapide. Alors je tiens, pardon François, on parle de culpabilité, et je tiens donc à assumer cette culpabilité et celle de l'association d'avoir séparé le lieu de la conférence et du spectacle qui habituellement était au même lieu, si bien qu'il y a plus d'une centaine, de 150 personnes là-bas qui étaient venues pour la conférence et qui n'ont pas pu ressortir parce qu'ils sont dans le chapiteau. Voilà, donc désolé vraiment pour ce couac dans notre organisation, parce qu'on avait bien expliqué que c'était sur 2 lieux, mais malheureusement, l'habitude étant que nous étions sur le même lieu des autres années, ce qui fait que malheureusement, nous avons un manque et un déficit de public. Ça n'enlève rien à la qualité, bien entendu. Mais de haute qualité, de haute qualité. Bon, ben merci pour cette indulgence, mais vraiment désolé. Bon, voilà. Il me reste à vous remercier les uns et les autres pour la qualité de vos interventions et surtout intellectuellement pour leur complémentarité. Donc, merci à Isabelle Lemouillot, merci à Franck Escoubès et merci à Jean-Philippe Moinet d'être venu jusqu'ici approfondir cette réflexion. On est au prolégomène. La question de la démocratie, elle est aussi vieille que la cité, donc elle va se poursuivre. Mais je pense qu'à travers vos propos, on a senti, et à travers le thème du pouvoir d'agir, qu'elle avait une actualité particulière en ce moment. Et la montée des populismes, pour nommer les choses, est un des sujets centraux. Merci à vous 3. Bien, s'il y a des questions dans la salle, on peut garder un peu de temps, madame. On peut donner un micro à madame ?
Oui, c'est juste pour essayer de relativiser les propos. Enfin, vous demandez votre point de vue, mais ça fait partie du problème pour moi dans le cadre de la capacité d'agir. Parce qu'on parle beaucoup de l'État, mais il existe d'autres institutions, notamment qui peuvent contribuer avec nous, citoyens, à améliorer notre quotidien. Je veux parler par exemple des caisses d'allocation familiale ou des MSA, qui travaillent notamment avec des citoyens, des habitants, là pour créer une structure petite enfance, là pour créer un relais assistante maternelle. Et ça se fait vraiment dans la co-construction. Mais ça pose le problème, puisque moi-même j'ai vécu ça en tant que jeune et future maman. Premier problème, le temps. Le temps que ça se construise, mon enfant il avait 6 ans, il allait à l'école primaire. Mais donc il faut accepter de travailler pour le bien public. Donc c'est aussi dans son cerveau effectivement une certaine capacité à accepter et parallèlement trouver des solutions en parallèle. Puisque quand on a un enfant, qu'on est dans un endroit où il n'y a aucune crèche, aucune halte garderie, aucune assistante maternelle, comment on fait ? Donc j'ai contribué d'ailleurs à ce que des personnes, jeunes retraitées, se fassent agréer assistantes maternelles, chemin faisant. Mais tout ça pour dire que ça pose la question, c'est quand on est citoyen, on est dans un tel labyrinthe en France qu'on n'arrive pas à repérer avec qui travailler, quelles sont les compétences. Et là, c'est bien parce que moi j'avais un souci, un besoin quotidien et que... C'est dans l'habitude des centres sociaux, des CAF, des MSA, d'aller travailler comme ça dans des réunions que ça a pu se faire. Mais par rapport à d'autres sujets, je pense qu'on est complètement dans le brouillard de notre millefeuille institutionnelle. Et deuxièmement, quand on a une expertise comme ça, donc on a un enfant, halte garderie ou crèche, ok, c'est bon, je peux aller travailler. On acquiert une vraie expertise de co-construction. Et on se retrouve dans une entreprise qui a un management qui ressemble fort à notre société, à notre République, très descendant. Et c'est là où ça coince. Merci Madame pour ce témoignage. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite réagir. On pourra prendre d'autres questions s'il y en a d'autres. Oui, ça me fait penser à une chose qu'on évoquait tous les trois, c'est l'aspect changer le logiciel culturel, finalement, quelque part, et intégrer ce qui est fait en Allemagne, manifestement, et ce qui est dans les souhaits de notre ami, intégrer le processus collectif du groupe de discussion dans les lieux de vie et notamment les lieux de travail. Et que ça soit dans l'entreprise, par exemple, un système qui permette d'innover et donc d'améliorer la production, quelle qu'elle soit, dans les services, dans l'industrie ou dans d'autres domaines. Des pays ont intégré l'idée, qui n'est pas française, que discuter avec les autres favorise, entre guillemets, la performance, au sens de la production de ce qu'on fait, de son travail, de son action. En France, on considère que tout vient du haut. Et sur le sujet de l'éducation, qui est central, beaucoup de gens parlent, il faut le retour de l'autorité, etc. Sans doute, peut-être. Mais il faut surtout le retour de la responsabilité, de la co-responsabilité. Ça s'apprend. Aux États-Unis, par exemple, un ami journaliste qui était envoyé aux États-Unis pendant des années a découvert que son enfant, qui avait 8-10 ans, apprenait très vite la vie associative dans une école américaine. On apprenait, c'était dans le cadre scolaire, c'était dans le cadre des programmes, à vivre avec les autres et donc de se responsabiliser quelque part, d'apprendre avec les autres. Et ce qui est évoqué sur les travaux de groupe en Allemagne, en l'école, devrait être beaucoup plus répandu et apprendre le collectif dès le primaire et le secondaire. Et le mettre en France, on a encore cette logique de la verticalité de l'académie. Le savoir académique se dessert vers les élèves, ce qu'il faut sans doute maintenir. Mais il faut compléter, c'est une question de complémentarité, comme la démocratie représentative verticale, il faut une horizontalité, et à l'école, ça s'apprend. La responsabilité, la co-responsabilité, ça s'apprend, et quand on voit ce qui se dégrade, il faut rendre les jeunes et les élèves beaucoup plus co-responsables par l'apprentissage. Et ça, il y a des méthodes qui ont été éprouvées peut-être plus dans d'autres pays que dans le nôtre. Je voulais un peu réagir sur la mise en réseau. Parce que je crois qu'en ce moment, les nouvelles techniques numériques aident beaucoup.
Quand j'ai déménagé récemment, quelqu'un m'a dit, mais il y a un réseau pour ton quartier. Et les gens demandent, quelqu'un pour réparer la fenêtre, mais aussi pour mettre en place des sorties, pour faire ceci, pour faire cela. Et ça, c'est un nouveau développement, je pense, qui génère l'énergie, qui génère les ressources. Et il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose. Et c'est l'accès à l'information. Et on n'aura jamais assez de brochures ou de télévision ou de radio pour être informé de tout. Mais en passant par la mise en réseau via les Internet, etc., on arrive à une communauté d'intérêts ou de problèmes, je dirais plutôt d'intérêts pour rester positive, et à développer justement ces initiatives. Et si vous me permettez, je voulais parler aussi des médias, mais ce n'est pas mon sujet. Mais je trouve très intéressant, c'était je crois le début de la guerre sur l'Ukraine. Je regardais toujours les trois chaînes, c'est-à-dire je regarde les infos françaises, allemandes et anglaises, américaines. Et les comment, ma tête fonctionne en allemand maintenant, les messages sont différents. Bon, bien sûr, on parle de l'agression, ça, il n'y a pas de problème. Mais on présente les choses vraiment de façon très différente. Et je trouve qu'on est anxieux certainement en Allemagne pour d'autres sujets qu'en France. Et quand on compare, on se demande parfois à quel jeu jouent les médias. C'est-à-dire comment ils nous amènent à réagir d'une façon X à un phénomène. Et si je regarde la même chose sur la télé allemande, il y a un autre message, alors que c'est a priori le même événement. Et ça, je trouve, enfin, je sais pas, ce sera pour vous, mais c'est pas. Très très brièvement, la question de la compétence me semble centrale. En rebond du sujet que vous évoquez, c'est-à-dire le fait qu'il y a bien entendu des citoyens qui ont développé une compétence sur un sujet donné. On appelle ça aujourd'hui, c'est encore très expérimental, mais on appelle ça la démocratie liquide ou la démocratie délégative. C'est-à-dire cette forme de démocratie qui consiste à dire, et ça implique une très forte maturité de la part du citoyen, de dire je ne suis pas connaisseur ou sachant sur tous les sujets, mais je connais des gens qui savent. Et je vais déléguer mon droit de vote à quelqu'un qui est plus connaisseur que moi. D'où cette notion de démocratie délégative, qu'on appelle aussi un peu transitive, c'est-à-dire que voilà, je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais ça n'est pas une procuration. C'est que je fais confiance à la personne pour voter en son âme et conscience à ma place parce que j'ai confiance en lui. En général, ça veut dire qu'on a confiance en quelqu'un qu'on connaît. C'est souvent des gens qui font partie des cercles proches, des cercles d'amitié, des cercles professionnels, etc., etc. Je trouve que cette idée-là de la démocratie liquide, elle est aujourd'hui extrêmement marginale, elle est très périphérique, elle s'est exprimée au sein du Parti pirate, ça reste encore très exploratoire. Pour autant, philosophiquement, c'est passionnant parce que ça veut dire que ça fait passer la démocratie dans laquelle on vit d'une démocratie un peu d'autorité, qui est la propre autorité qu'on peut avoir en tant que citoyen sur tous les sujets, omniscient que nous sommes, vers une démocratie de la compétence, qui est une démocratie de mon point de vue beaucoup plus réaliste. C'est juste un commentaire éditorial. Merci Franck. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et remercier encore une fois nos intervenants de ce soir qui ont ouvert avec exigence les débats des jours qui vont suivre à La Haut sur la Colline. À très bientôt. RCF